Bon, merci beaucoup. Je trouve en fait l'affaire un peu compliquée de présenter ses recherches devant ses collègues, et surtout quand on est nouvelle. Mais bon, je voulais du coup à mon tour remercier l'équipe de programme d'ici pour organiser la conférence et aussi à celles et ceux qui sont venus pour m'écouter aujourd'hui. Je vais beaucoup regarder mon texte, mais je vais aussi vous regarder. Donc si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter, poser vos questions et après je reprends et je continue. Artémis et Dionysios sont des divinités grecques que les Grecs, dans leur imaginaire, rejetaient loin de la Grèce, comme un dieu venu de l'étranger. Jean-Pierre Vernant le décrit ainsi. Dès que l'Artémis étrangère se fait grecque, son altérité bascule. Sa fonction s'inverse. Elle traduit la capacité qu'implique la culture d'intégrer à elle ce que lui est étrangère, d'assimiler l'autre sans pour autant s'ensauvager. Cette question de l'autre représente une question essentielle pour toutes les sociétés, en particulier celles qui ont dû faire face à des violences politiques, qui, en détruisant les êtres humains, ont produit des figures d'altérité, ces figures étrangères et refoulées que la société n'est plus capable d'intégrer ou de réintégrer. L'altérité crée des invisibles, je veux dire ceux qui sont maintenus en marge de la société, en marge de l'histoire. Le travail de l'artiste est tout simplement, comme nous rappelle Jacques Rancière, est celui de faire voir. La question est donc bien celle de la visibilité, aussi bien dans le champ artistique que politique. Car l'invisibilité dont je parle est un processus politique et culturel. Par conséquent, la difficulté pour l'art est de savoir comment il peut faire remonter à la surface d'inscription l'invisible. Cette difficulté explique en partie la complexité de la relation qui existe entre la politique et la création artistique. Alors que la finalité de celle-ci, c'est-à-dire la création artistique, n'est pas simplement de construire une figure esthétique de l'autre, c'est-à-dire de l'invisible, de la figure d'altérité. Dans ce type de pratique de l'art, c'est la substance de l'invisibilité qui est la matière. Ainsi, la pratique de l'art, pour moi, ce n'est pas d'avoir un ensemble de compétences plasticiennes, c'est-à-dire maîtriser différentes techniques ou savoir travailler avec des outils, mais traduit avant tout une position. C'est aussi savoir construire ses propres outils adaptés à ses besoins et à ses sujets. C'est aussi savoir comment, à partir des questionnements et de confrontations réelles, il est possible de construire une méthodologie. Mon travail est profondément engagé dans la compréhension de la violence politique asymétrique par le biais d'une recherche interdisciplinaire au croisement de l'historiographie, des arts et de la théorie politique, basée sur une méthodologie de recherche-création. Il peut se traduire en 4 mots-clés: la politique, l'espace, l'autre et la violence. Dans cette approche interdisciplinaire, j'utilise souvent la cartographie, mais également l'image photographique, pour souligner les liens complexes qui existent entre ces 4 mots-clés que j'ai mentionnés. La carte et l'image sont alors pour moi à la fois les outils de la recherche, mais aussi les outils de la création. Dans mon approche interdisciplinaire, l'échange de contenu, de concepts et de méthodes et d'outils entre l'art et sciences humaines et sociales un impact sur le processus créatif. Cet entrecroisement donne lieu au développement d'une critique soutenant à la fois une posture réflexive et un projet concret de création. La conceptualisation de processus de création m'amène à sa théorisation, à la recherche et donc à l'écriture. Ce travail de recherche marque ainsi la forme et la matérialité de projets de création. Ma démarche de recherche-création permet ainsi de combiner des champs d'études qui sont souvent été considérés comme inconciliables. Cette démarche a parfois abouti à des protocoles expérimentaux. Elle peut impliquer une investigation empirique, telle que l'enquête par exemple. Je vais revenir sur la question de l'altérité de l'invisibilité pour pouvoir vous montrer ensuite, à partir de deux longs projets que j'ai réalisés dernièrement,
comment je combine ces différents champs d'études dans mes travaux. Représenter l'invisibilité, c'est témoigner in situ d'une absence, retrouver un sens, évoquer une idée disparue, une altérité politique. Ma cartographie des absents, que vous connaissiez peut-être, ce travail, c'est-à-dire des militants politiques exilés des années 1980 de l'Iran, est né d'une expérience que j'ai vécue et qui n'est autre chose que l'absence. En effet, dans les souvenirs que mes parents me racontaient, ou dans leur album photo, il y avait des personnes que je connaissais, mais je savais qu'ils ne sont plus là, mais qui n'étaient plus, enfin, tués. Quand je dis tués, je parle de crimes d'État, des exécutions extrajudiciaires dont les militants politiques des années 1980 ont été l'objet en Iran. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle, quand je parle des années 1980 en Iran, j'utilise le terme politicide ou la destruction politique. Donc, on parle des milliers et des milliers d'opposants ou militants politiques, souvent des partis de gauche, qui ont été exécutés pendant cette période. Donc, quand mes parents se remémoraient des souvenirs qu'ils avaient de ces personnes, donc absents, qui n'étaient pas morts, mais qui étaient juste absents, certains des lieux qu'ils évoquaient n'existaient plus ou avaient radicalement changé l'aspect. Mais beaucoup d'autres lieux étaient des endroits que je connaissais. Ainsi, dans ces lieux que ces absents et moi avions en commun, j'ai d'une certaine manière croisé leur absent ou leur passé. Il m'était pourtant presque impossible, dans ces différents endroits, de me figurer de ces personnes que je ne connaissais pas, mais qui m'étaient proches. Il ne restait plus aucune trace de leur présence dans la ville, tout avait été changé. La disparition de tout ce qui aurait pu constituer un souvenir d'eux faisait que j'avais l'impression que quelque chose manquait, que quelque chose avait été touché ou altéré. En réalité, j'ai véritablement vécu l'absence de ces personnes. Cette expérience de l'absence est très différente de celle de l'absence d'une chose ou d'une personne morte. Il est possible d'expliquer avec les mots et en évoquant l'événement politique la douleur de l'exil ou les liens familiaux rompus ou le caractère forcé ou involontaire de l'absence, de ceux qui ont été chassés, de ceux et celles qui ont dû quitter leur pays. Pourtant, une telle absence en elle-même n'est pas un objet dont on pourrait avoir une image. Lorsque j'en parle, je ne sais pas véritablement sur quelle image je m'appuie pour me la représenter. Cette absence n'a pas d'image. En réalité, elle ne peut pas en avoir. En réalité, il n'existe pas d'image de l'exode de ces militants qui avaient été participés à la révolution de 1979 en Iran. Une image qui manque, dès lors qu'elle est caractérisée comme telle, fait souvent naître une envie, un besoin de créer au sujet de ce dont il n'existe pas d'image. C'est cette expérience de manque qui suscite l'imagination chez l'artiste. Le besoin de comprendre le passé de ces militants, qui s'entremêle aujourd'hui avec mon propre passé, m'a conduit à mener une enquête par l'intime qui aborde d'une manière sensible la mémoire de ces absents. Je ne peux pas reconstruire ce qu'ils ont vécu, ni m'en souvenir, mais je peux m'en approcher en écoutant leurs souvenirs. En effet, je cherche à trouver les traces de ce passé, ou plus exactement les empreintes de la vie de ces absents, alors qu'il semble ne plus rester aucun signe d'eux dans la ville ou dans le pays. Donc, répartis à travers le monde, 15 réfugiés politiques iraniens dont l'exil se trouve son origine dans la destruction politique intervenue dans l'Iran post-révolutionnaire, ont participé à l'élaboration de cette carte, la carte que vous voyez ici. Ce sont celles et ceux qui ont lutté contre le despotisme du régime monarchique avant la révolution de 1979 et qui, très peu de temps après la révolution, sont devenus opposants au nouveau régime islamique. Chaque voix raconte un souvenir, une pensée, une analyse ou un événement lié à un lieu précis de Téhéran. J'ai choisi Téhéran parce que Téhéran, c'est le lieu d'exercice de pouvoir politique en Iran. Iran, c'est un pays qui le pouvoir politique est très central, donc on est très
attaché à la capitale qui décide pour l'ensemble du pays, alors que l'Iran, c'est un pays où il y a beaucoup de peuples, enfin, vivent à l'intérieur du pays, donc les Perses, les Kurdes, les Arabes, les Turcs. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi Téhéran, et aussi parce que les partis politiques, quand je dis les partis politiques, je veux dire les partis révolutionnaires, les partis qui militaient, ils avaient aussi leur siège à Téhéran et ils militaient à l'intérieur de cette ville. Donc, c'était les choix pour lesquels j'ai choisi Téhéran. Ces voies qui ne permettent pas de construire un récit historique et détaillé tentent d'établir à travers la carte actuelle de Téhéran un rapport dialectique entre le passé et le présent. Cette carte, cette lacunaire, tente de donner la possibilité de se confronter à cette autre de l'histoire de la révolution de 1979, à une mémoire amputée, exilée, susceptible de faire ressurgir une altérité politique perdue. Cette cartographie qui tente de rendre visibles les empreintes des absents de la ville interroge la neutralité à laquelle la carte semble prétendre à l'égard des désastres politiques. La carte des absents, qui est un projet ouvert, peut être appréhendée comme un petit acte de résistance face au pouvoir autoritaire de la carte. Ce que vous voyez, c'est une installation physique de ce travail. Concrètement, bon, il s'agit de la carte de Téhéran étalée sur une table et les haut-parleurs, enfin, à partir des haut-parleurs, on pouvait entendre les voix des militants en même temps, de manière simultanée. Et donc, on pouvait tourner tout autour de la table et être impressionné par ce brouhaha humain, toutes ces voix qui ont dû être absentées de la ville et de sa vie politique. Malheureusement, j'ai montré seulement une seule fois cette installation physique, parce qu'en fait, il y a besoin d'être dans une chambre, vraiment, enfin, une salle fermée, parce qu'il y a beaucoup de voix. Et à côté de la table, j'avais placé, comme vous pouvez voir, un grand haut-parleur, donc silencieux, à la mémoire des exilés qui ont mis fin à leur jour en exil. Donc c'est un phénomène très répandu dans les années 1990, mais même au début de 2000, parce qu'en fait, tous ces militants ont quitté le pays dans l'espoir de revenir et reprendre leur lourd politique. Mais quand l'exil, a duré, donc il y avait beaucoup qui ont perdu l'espoir. Donc, j'ai mis un haut-parleur à côté, à la mémoire de ces personnes-là. Mais après avoir montré ce travail pour la première fois, je me suis rendu compte qu'enfin, il y a un problème politique avec ce travail, parce que le régime en place mène une politique de silence et de l'oubli pour faire effacer ces militants de la scène politique du pays et d'entendre les voix de tous ces militants en même temps et simultané ne donne pas la possibilité aux spectateurs, auditeurs de tisser une relation intime avec chaque voix, chaque récit. Et je me suis dit aussi en même temps qu'une installation physique est limitée à un endroit, on va dire, physique, dans une durée courte de l'exposition, et souvent pour des regardeurs et des spectateurs déjà bien avertis. Donc, j'ai transposé ce travail physique sur vers un travail, on va dire, en forme virtuelle. Et j'ai créé le site web quelques années plus tard. Donc le travail, la carte des absents, c'est un travail que j'ai commencé en 2016. C'est un travail de recherche-création. Donc il y a quelques articles que vous pouvez voir. Donc vraiment, j'ai beaucoup théorisé sur ce travail. Et c'est vraiment un travail d'exil. C'est-à-dire que pour pouvoir faire le site web, j'avais besoin de subventions, donc j'en avais pas. Donc je cherchais pendant très longtemps. Et j'ai fini pour l'avoir et j'ai fait le site web. Et pourquoi le site web? Parce que le site web, c'est une forme pour moi renouvelée de création, mais également de l'exposition qui permet à ce travail d'exister
en recourant, on va dire, à un langage commun et accessible. Et du coup, le travail n'était plus, on va dire, fermé dans un espace d'exposition. Il pouvait, enfin, Internet offre une liberté spatio-temporelle. Et donc, le travail peut circuler, exister partout et même voyager à l'intérieur du pays. Donc, ce qui était pour moi très important. Donc, je vais rapidement vous montrer à quoi s'agit ce site web sans pour autant y rester. C'est qu'en fait, on peut naviguer sur le site web comme on veut. On est toujours à Téhéran. Et c'est assez facile. On clique sur les pop-up. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Et en général, on a une petite explication en haut, parfois en 3 langues, souvent. Et moi, j'ai traduit pas tous les récits, mais quelques récits en anglais et en français. Souvent, ces militants, donc qui sont des exilés politiques en Europe et en Amérique du Nord, m'ont envoyé des images. Par exemple, les images que vous voyez ici, c'est les images de jour où la prison d'Evin a été libérée, la grande prison de Téhéran, a été libérée par la population pendant la révolution de 1979. Et cette personne qui était emprisonnée à l'époque de Shah dans cette prison a participé à la libération de prison d'Evin et ces images viennent de son archive personnelle. Mais il y a vraiment des images très diverses et variées. Par exemple, ici, c'est vraiment l'image, son image qui parle d'une vie familiale et personnelle qui a été brisée, etc. Ou encore là. Donc voilà, il y a des images très on va dire différents. Je vais peut-être vous faire écouter peut-être au début d'un des témoignages. Oui. Je veux vous raconter un souvenir. En réalité, il y a une raison pour laquelle je veux vous le raconter. Mon intention est de montrer ce qu'on peut faire subir à un être humain, ce que l'on fait subir à l'humanité même des gens. Je ne me souviens pas exactement en quelle année c'était, mais j'étais au lycée. C'était avant 1973, ça devait être aux environs de 1970. J'ai grandi à Arvoz, dans une famille nombreuse. J'avais 5 sœurs qui étaient scolarisées. Le chemin pour aller au lycée des filles était en grande partie le même que celui qui menait au lycée des garçons. Ça veut dire que lorsque j'allais... Donc, juste pour... parce que vous pouvez regarder ce travail chez vous tranquillement et écouter. Juste pour vous donner une idée des témoignages, là tout de suite après cette personne va tisser ce témoignage très personnel avec l'histoire de l'engagement politique et celle de torture dans la prison de régime monarchique. Et il va finir par dire qu'il a été tellement torturé qu'il pensait qu'il méritait d'être torturé. Donc, il nous fait part comment la torture peut vraiment tuer l'humanité d'une personne. Et pareil, sur la carte des absents, dans sa version, on va dire, virtuelle, j'ai créé un point de silence à la mémoire comme sa version physique, à la mémoire des exilés qui ont mis fin à leur jour en exil, mais sur le grand aéroport de Téhéran, qui porte aujourd'hui le nom de bourreau de la génération 1980, donc le premier guide suprême de l'Iran. Sur ce point-là, on ne peut rien entendre, c'est le silence absolu, mais c'était important pour moi parce que ce point-là, bon, je vais dire ça comme ça, quand j'étais petite, je me disais, si tous ces gens-là retournent en Iran, on va renverser le régime. Et d'où ils vont rentrer dans le pays, donc par ce point-là. Et pour moi, c'était important, on va dire, même symboliquement, de m'approprier de ce lieu très, très symbolique. C'est d'où on peut rentrer en Iran avec les avions qui viennent de l'Europe et de l'Amérique, et qu'aujourd'hui porte le nom de premier guide suprême de la République islamique. Et puis après, ensuite, bon, ici, vous pouvez lire un petit peu à propos de cette carte. C'est pareil, c'est en 3 langues. Et la carte des absents, c'est une carte ouverte
et participative. Donc, quand vous allez sur la partie contact, vous voyez qu'en anglais, en français, il n'y a rien, mais en persan, j'ai écrit un petit texte pour que les militants et militants puissent contacter la carte et que moi, en fait, que je peux enregistrer leur voix et le mettre sur la carte. Et ici, tout ce qui se passe autour de la carte, je mets dans la partie news. Et ici aussi, on peut avoir l'accès à tous les articles que j'ai écrits sur cette carte, en anglais, en français, etc. Donc, théoriser le processus créatif de ce travail par un travail de recherche théorique m'a amené à m'intéresser à la différence entre la mémoire spontanée, la mémoire héritée et l'histoire. Quand je dis la mémoire héritée, je veux dire la mémoire que vous héritez de votre famille, comme la mémoire que moi j'ai héritée de mes parents. À la manière dont la violence politique peut façonner l'espace public, à l'impact que ces concepts peuvent avoir sur la pensée créative, l'utilisation de la carte officielle comme support d'une création artistique, la place de la narration, la temporalité de l'exil et enfin l'absence de l'image sont des notions que j'ai utilisées dans le processus de création de cette carte que j'ai développée dans les articles que donc, vous pouvez avoir l'accès ici. En effet, l'objectif de ma recherche est d'établir une stratégie d'analyse d'image pour la cartographie artistique. Par exemple, dans le cas de Carte des absents, la théorisation de l'absence de l'image de l'exode des militants politiques était le point d'amorce de ce travail. Mon impossibilité d'agir concrètement dans les espaces publics à Téhéran, parce qu'en effet, ce qui aurait dû à la base être, on va dire, l'élément plastique de mon travail sont des vrais lieux. Mais comme je ne pouvais pas accéder à ces lieux-là, du coup, à Téhéran, je me suis tournée vers la représentation graphique des lieux, ou on va dire l'image de l'espace qui est la carte. J'ai placé la figure de l'autre en Iran au centre de mon travail, l'étude de la question de l'autre, parce que ces militants sont les autres, c'est les figures d'altérité de la révolution de 1979. Donc l'étude de la question de l'autre est cependant plus vaste et dans un contexte politique très différent de l'Iran, cette question absolument cruciale de notre époque est devenue pour moi, sous une autre langue, à nouveau problématique. Refuge éphémère et lieu transformé est un projet de recherche-création empirique qui mêle des images photographiques, des témoignages écrits, des cartographies et des ambiances sonores des lieux. Ce que vous voyez ici, c'est un extrait de ce projet que j'ai montré à la Galerie de Cité des Arts à Paris. C'est un projet très très long qui va devenir un livre d'ici l'été 2026, j'espère. Le projet est parti d'une observation. Malgré moi, j'étais la spectatrice d'une scène, celle du cycle sans fin de démantèlement des camps des réfugiés par la préfecture de police de Paris et leur réinstallation par ces mêmes réfugiés aux alentours de mon quartier à Paris. Donc je vais peut-être vous faire voir et écouter l'installation. Il y a un petit dispositif sonore qui capte le mouvement et dès que les spectateurs s'approchent des photos et des cartes dessinées sur la mur, ils lancent le son. C'est le son de lieu. Comme mon enquête menée dans le temps et dans l'espace, mon projet a consisté à photographier de 2019 à 2024 ce qui sont devenus les lieux où s'est retrouvés les anciens camps. Ma quête, qui était en réalité un travail d'observation de longue durée sur chaque lieu, a toujours commencé après l'évacuation des réfugiés de ces camps, qui dès lors sont devenus des lieux aux multiples enjeux. À partir des empreintes, certes discrètes, des interventions de pouvoir public et privé,
Dans ces espaces, ma pratique de recherche à travers l'image photographique s'est articulée autour des 3 catégories principales. Les zones interdites ou à l'accès restreint, les lieux transformés, enfin les espaces qui portent encore les traces mnésiques des réfugiés. Dans ce projet, mes photos montrent la gestion de l'espace par le pouvoir public et privé à partir du moment de la fermeture des lieux, après l'évacuation des réfugiés, suivi par leur contrôle par les agents de police et ensuite leur transformation. J'ai amené tous mes petites photos, donc on peut les regarder peut-être après. Ils ne sont pas sur la table, mais ils sont dans mon sac. En effet, la gentrification du nord-est parisien peut être appréhendée en relation avec la politique de contrôle de l'espace public. Les actes de violence commis à l'encontre des exilés ont donné à ces lieux souvent gentrifiés une dimension politique. 2 politiques, la gentrification d'une part et l'éloignement des réfugiés d'autre part, s'entremêlés dans ces quartiers. Ces lieux ordinaires, situés en grande partie dans le nord-est parisien, auparavant délaissés, sur lesquels les campements s'étaient formés, sont donc devenus au fil du temps des lieux politiques. En effet, la dimension politique de ces espaces est tout d'abord liée au fait qu'ils ont été les lieux d'une rencontre entre 3 communautés, les habitants, les activistes et les réfugiés. Les témoignages que j'ai recueillis auprès de ces 3 groupes reflètent cette rencontre. J'ai donc tenté, à l'aide de mes cartes dessinées, que vous pouvez voir ici sur le mur, donc dessinées à la main, d'établir une relation critique entre les espaces, les images et les témoignages. Ainsi, le projet montre également l'évolution du terme frontière, en montrant comment des nouvelles frontières sont apparues à l'intérieur du capital. C'est dans ce contexte que mon projet trouve tout son sens, et c'est ainsi qu'une nouvelle manière d'apprendre la ville est proposée, c'est-à-dire comprendre la ville à travers la présence de la figure, on va dire, marginale des réfugiés. En effet, les actions entreprises par le pouvoir politique dans ces lieux ont déterminé la problématique de ce projet qui, comme la carte des absents, fait référence à l'autre et à l'altérité. Et s'intéresse à la question de savoir comment les espaces publics ont été remodelés par l'hostilité à l'envers de cet autre. Ces 2 projets ont été conçus avec les mêmes outils, la carte et l'image et le témoignage, alors que la carte des absents s'est construite en suivant une méthodologie hors site, parce que j'avais accès au terrain était impossible. Ce travail au sujet des réfugiés à Paris est une recherche de terrain. Je vais maintenant vous expliquer très très brièvement les travaux qui se situent dans la continuité de ces projets. Est-ce que vous avez déjà des questions? Non? Je vais continuer alors. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, il y a 2 projets, bien sûr, encore qui mêlent l'étude de l'image à la cartographie. Le premier, c'est destiné à devenir un livre qui est aussi basé sur les recherches que j'ai menées pendant ma thèse. Il est directement lié à une cartographie que j'ai réalisée concernant un fosse commune qui se trouve auprès de Téhéran. C'est un fosse commune des militants politiques, donc la plupart des communistes des années 1980. Et pourquoi un livre? Parce que cette cartographie, je ne le vois pas être exposée dans un espace d'exposition. Il faut voir cette cartographie avec tout le travail théorique que j'ai fait autour de cette cartographie. Le deuxième est également, bien sûr, une cartographie, mais critique et féministe, qui abordera d'une manière sensible l'histoire de la naissance et la destruction des quartiers des prostituées à Téhéran, un quartier qui s'appelait Shahreno. Donc, c'est un ensemble des matériaux d'archives, donc la carte, le son et l'image que je vais étudier, enfin, que je l'ai rassemblé. Je l'ai amené le projet en état de projet, c'est le petit livre. Donc, j'aime bien, enfin, donner une forme esthétique à
à mes projets quand ils sont en état de projet. Donc, je peux les montrer, du coup, déjà, l'état de projet. Donc, c'est en état de projet. Donc, vous pouvez voir toutes les cartes et les images que j'ai rassemblées sur lesquelles je vais travailler et toutes mes notes en 3 langues. Donc, c'est des cartes que j'ai des cartes et des images que je trouvais de 1925 jusqu'à 1990. Le projet va mêler le dessin au volume et au film d'animation. Et pourquoi ce quartier en particulier? Parce que le quartier était à l'époque de Qajar, donc avant Pahlavi, voilà. Il faut connaître un peu l'histoire de l'Iran. C'était un quartier où vivaient des intellectuels, des journalistes. C'est ceux qui ont participé à la révolution constitutionnelle, 1905. Donc mon arrière-grand-père, qui était un journaliste à l'époque, mais ce quartier a subi à l'époque une répression très atroce de la part du régime monarchique Qajar. Donc, par exemple, aussi mon arrière-grand-père qui a vu sa maison saccagée, etc. On parle au début du XXe siècle. Après, les Pahlavis ont changé le quartier, était devenu le quartier de prostituées. La République islamique a détruit le quartier et a construit un parc à la place de ce quartier. Donc, c'est un quartier qui peut tracer vraiment l'histoire de la lutte pour la liberté et justice sociale en Iran à travers les figures de femmes et aussi à travers de figures très, très marginales de prostituées. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle le quartier m'intéresse. Et je vais faire court pour vous donner un petit temps pour me poser des questions. Je voulais, enfin, vous montrer des choses un peu plus gaies. Enfin, à côté de tous ces projets longs de recherche-création, parce que le temps de réalisation de ces projets est très très long, ça prend 2 ans, 3 ans, 4 ans. J'ai souvent des projets très courts, donc je veux dire des projets de création que je peux les réaliser. Enfin, je réalise ces projets dans un court temps, genre 2 mois ou 4 mois. Ce premier projet que je vais vous montrer, je vais juste essayer de voir le projet. Le projet intitule Travail invisible. Donc, c'est des projets où je ne théorise pas autour de ces projets-là. Il y a bien sûr des concepts, etc. Mais c'est les projets où je vais très vite et je les réalise. Dans ce projet, enfin, je me suis intéressée à la partie de travail qui reste toujours invisible, c'est-à-dire qui n'est pas rémunérée, qui est très... Enfin, les artistes, enfin, on a dans nos ateliers, on passe beaucoup de temps à des recherches esthétiques, à faire vraiment des recherches esthétiques et parfois des recherches de concepts. Et cette partie de travail n'est même pas reconnue, n'est même pas rémunérée. Et enfin, on rémunère souvent les artistes pour l'objet final. Et c'est le parti de travail invisible. Chez les chercheurs et chercheuses qui je suis aussi, c'est la même chose. Enfin, on rémunère jamais vraiment la longueur d'une recherche. Et j'ai, enfin, et aussi sur les champs, enfin c'est sur les chantiers, pour les ouvriers aussi c'est un peu pareil. Et donc j'ai trouvé quelque chose de semblable dans ce parti de travail qui est invisible chez les artistes et les ouvriers. Et quand je taille aussi, en fait je taille le bois. Et enfin, ce que vous entendez, c'était le son de taillage. Mais c'est le même son qu'on entend sur les chantiers des ouvriers. Et donc j'ai filmé les ouvriers quand ils étaient en train de travailler sur un chantier, comme vous pouvez voir à la vidéo. Et j'ai fait un stop motion que vous pouvez voir là. Je vais vous le montrer aussi, les stop motion. À partir des figures qui travaillent, parce que quand nous aussi on taille dans l'atelier, on fait presque les mêmes gestes que les ouvriers sur les chantiers. C'est les mêmes gestes, donc c'est des silhouettes. On ne peut pas voir si c'est un artiste ou c'est un ouvrier.
Et les petites sculptures en bois que vous avez vues en bas de l'installation, j'ai déformé les silhouettes que j'ai photographiées sur le chantier. Et enfin, là, j'ai fait des petits dessins pour qu'on voit à partir de des photos, pour arriver à des formes un peu bizarres, qui ressemblent beaucoup à des recherches esthétiques que les artistes font dans leur atelier, qu'ils ne montrent jamais. Enfin, ce genre de travail, on ne montre jamais. Donc voilà, ça. Et après, les ensembles, en fait, je les rassemblais comme ça. Et comme vous pouvez voir, à le son, enfin, c'est pareil, c'est un dispositif sonore qui est là, qui envoie le son de taillage. Et un autre travail, c'est un travail que j'ai fait à partir des captures d'écran séparées. C'est un travail que j'ai réalisé genre en 4 mois. C'est une réflexion. Enfin, un jour, j'ai l'habitude de prendre des captures d'écran. C'est un travail très personnel. Prendre des captures d'écran de mes appels téléphoniques avec ma famille en Iran. Et un jour, j'ai regardé ces captures d'écran, j'ai vu que j'en ai des milliers. Mais j'ai pas des photos de famille. Depuis que je peux plus retourner en Iran, j'ai plus de photos de famille avec ma famille, mais ces captures d'écran ont remplacé les photos de famille. Donc j'avais envie de faire quelque chose avec ces captures d'écran. Et j'ai réalisé un projet qui s'appelle Écriture d'exil. Donc voilà, les 2 derniers projets que je vous montre, c'est les projets que j'ai réalisés en 2024. Donc c'est des projets très très courts où je peux vraiment rapidement les réaliser. C'est un projet qui mêle la vidéo au film d'animation, au dessin et photo. Je vais juste vous montrer une petite film d'animation. C'est des papiers découpés. Et au fusain, de l'autre côté. Et donc c'était une installation, il y avait 5 vidéos et des films d'animation. Et vous voyez, ça, j'ai essayé de faire vraiment les appels. Il y a toujours une personne qui regarde, enfin, c'est des écrans. Et quand je l'ai montré tous les dessins préparatoires, comme c'est des papiers découpés, donc voilà, toutes les photos, etc., etc. Et pour finir, comme ça, on aura un quart d'heure pour des questions-réponses. C'est un projet que je suis en train de travailler dessous, donc je me dis pourquoi pas. Vous montrer aussi ça. C'est pareil, c'est un projet qui est destiné à être réalisé rapidement. J'ai pas eu le temps de travailler sur mes projets depuis octobre. Dans la vie des exilés, enfin, l'ordre temporel change. Enfin, on sort de temps normal, on sort enfin, espace et temps, ils ont complètement une dimension très très différente. Donc on ne vit pas dans le même espace que les autres, ni dans le même lieu que les autres. Et si l'exil a un caractère forcé, ça s'est amplifié. Et que parfois, comme des exilés, qui est un peu ma vie, enfin, on est comme des vagabonds, on change des lieux, on change des places, etc. Moi, j'ai regardé ma vie, je dis, bon, moi, j'ai vécu en 3 continents, 4 pays, 6 villes, et jusqu'à la fin de ma vie, je ne peux pas avoir tout ce que j'aime dans un seul endroit. Donc, j'ai commencé à enregistrer des sons, des lieux dans lesquels j'ai vécu, Marseille, New York, Paris, etc. Et là, ce que vous voyez, c'est un état de maquette. Donc, j'ai fait des petites boîtes comme ça, fermées. Et pareil, quand on rapproche de ces boîtes-là, il y a le son qui sera lancé. Et l'idée, c'est qu'à l'intérieur, donc c'est des idées, hein, c'est un projet. L'idée, c'est qu'en fait, vous marchez et vous voyez ces boîtes-là, et que après vous voyez, les cartes aussi, c'est les cartes des lieux où j'ai vécu, à Paris, à New York, à Marseille, etc. Téhéran, Kerman, etc.
Et après, j'aurai des dessins de cartes, un peu des débris de cartes qui vont apparaître à côté des boîtes. Là, je vais vous faire écouter une bande audio de ma ville préférée, Marseille. C'est la Voilà. Ah, je vois que Emmanuel a une question. Oh, excuse-moi. On enregistre. Faut pas dire de niaiserie. Okay. Non, mais la question que je me posais, c'est le... Tu sais, il y a quelque chose de l'ordre de la traduction dans les médiums aussi, parce que je suis frappée par celle que tu as montrée juste avant, là, avec le portrait d'un côté et la scène filmée de l'autre, que tu réinterprètes. J'ai perdu, mais... La discussion... Ah, désolé. Enfin, c'est des films d'animation? Oui, c'est ça. C'est cette transformation. On imagine une image filmée en vidéo au départ, puis après ça, toi, tu la transposes à travers le dessin, tu la ramènes comme ça, mais tu fais ça aussi avec le bois. Tout à l'heure, on part d'une image qui devient sculpture. Ben, en fait, c'est vrai que ma démarche est très hybride. Enfin, je suis pas... si c'est ça que tu voulais poser la question, est-ce que c'était ça la question? Ben oui, c'est l'idée de la traduction des médiums aussi. Oui, c'est que enfin, j'ai pas un médium, si tu veux. C'est ça. Ouais. Ben c'est ça. Donc ça passe de l'un à l'autre. Ouais. Et ben je sais pas, est-ce qu'il y a une forme de pudeur aussi dans les comme dans celle-ci? Il y a une chose qui est toujours là, c'est que enfin tous mes projets partent d'une réflexion sur la question de l'image photographique. C'est-à-dire que là, ce projet-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était parce que je regarderais mon archive des captures d'écran. Ces captures d'écran sont en quelque sorte des images photographiques, sont des images enfin. Et que c'est à partir de cette réflexion sur cette archive que j'ai commencé à faire ces vidéos-là, ces petites vidéos comme des appels téléphoniques de WhatsApp. Voilà, vous connaissez WhatsApp, mais moi je connais aussi les ancêtres de WhatsApp. Donc je construis ça. Donc ça dépend. Enfin, c'est que pour un projet, oui, je peux changer le médium assez facilement. Peut-être c'est un défaut, mais c'est une erreur. Je sais pas. Non, je pense pas. Mais il y a quelque chose d'intéressant où les caractères, les personnages deviennent anonymisés. Je sais pas comment le dire exactement. Oui. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Parce que c'est la vie de beaucoup de personnes, en fait. Ouais. Je me suis inspirée de ma vie, mais c'est la vie de beaucoup de personnes. Donc, et que c'est au fusain, parce qu'enfin, c'est le fusain... Enfin, en stop motion, enfin, quand on fait en fusain, on efface, mais les traces restent, enfin, voilà. Merci beaucoup, Barre, pour cette présentation du travail. La première question que j'aimerais poser, s'il y en aura d'autres s'il y a le temps, c'est le rapport à la famille, le rapport aux gens qui sont sur place à Téhéran. Donc, tu dis, je n'ai pas de photos de famille, j'ai des captures d'écran. Donc, il y a ce contact qui est permis par la technologie. Mais pendant que toi, tu fais les captures d'écran de ta famille ou de tes amis là-bas, est-ce qu'eux font des captures d'écran de ton travail si tu le leur montres? Qu'est-ce qu'ils savent de ton travail et comment ton travail devient aussi un jalon dans leur propre mémoire? Mon travail sur les années 80, c'est un travail que c'était un travail très très difficile.
Pas ce travail-là. Donc, je ne sais pas si ma famille sont au courant de ce travail, mais l'autre travail sur les années 80, quand je travaillais sur la fosse commune ou je travaillais sur les exilés politiques, ma famille a adoré ce travail. Ils savaient qu'après ce travail, déjà, je ne pouvais pas, c'est fini, mais ils adoraient ce travail. Et mon père, je me rappelle, il m'a dit, si tu as pu trouver un sens pour ton exil, c'est ça. Comme réponse. Si je peux me permettre, l'autre question, c'était simplement pour te demander si, dans cette cartographie des absents, tu sens ou vois ou constates une différence lorsque les absents sont des hommes ou qu'ils sont des femmes? Non, il n'y a pas une différence. Ce qui est intéressant avec les militants politiques des années 80, c'est que, dans les partis politiques de gauche, aujourd'hui, on les critique un peu, mais... les femmes étaient engagées au même titre que les hommes. Donc, il y a des femmes aussi sur cette carte. Je vous faire écouter un homme. Mais il y a des femmes aussi. Merci, Bara. Allô? C'est un travail très touchant, je trouve, qui relie le personnel et le politique de façon très poétique aussi. J'ai vraiment une question technique, plus esthétique par rapport au deuxième projet que tu as présenté. Après celui-ci, c'est Refuge éphémère, en fait, après le premier. J'ai une question au sujet du dessin des cartes au mur. Il y a quelque chose qui m'intrigue par rapport à l'épaisseur du trait, parce que dans la représentation que tu fais des cartes, il y a le trait qui va de très, très fin à plus épais. Puis je me dis, est-ce que c'est un geste spontané? Est-ce qu'il y a une signification à l'épaisseur du trait? J'étais vraiment juste curieuse. J'ai réalisé des cartes pour l'espace d'exposition parce que c'est plus esthétique des cartes qui vont apparaître dans le livre. C'est que à Paris, on a des grandes artères, des autoroutes, des choses comme ça, et que donc tout ce qui est les lignes les plus fortes sont les artères les plus grandes de Paris. Par exemple, là, ici, c'est Porte Paris. C'est l'image de Porte Paris à Saint-Denis, pour celles et ceux qui connaissent les banlieues parisiens. Et là, on est sur les grandes autoroutes qui ramènent vers Paris, etc. Et tout ce qui est très fin, là, par exemple, c'est le canal. Ça, c'est le canal Saint-Denis, qui relie du coup les 3 lieux de campement. Ces 3 lieux de campement qu'on peut voir la carte ici. Et là, c'est le canal, donc c'est plus fin. Donc, c'est un peu ça. Et après, j'ai fait en noir parce c'est que les exilés, les réfugiés étaient... Ils pouvaient pas circuler aussi facilement que les autres dans la ville, alors que nous, on pouvait circuler assez facilement et que les réfugiés n'avaient pas cette possibilité-là. Donc, j'ai créé ce contraste qui existait, parce que moi, je connais ces campements aussi très bien. J'étais activiste sur ces campements pendant 3-4 ans. Donc, je connais la réalité de campements. Donc, il n'y a plus de campements à Paris, mais... Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Merci. Merci beaucoup pour ce partage si émouvant, en fait, de ton vécu dans l'exil et qu'est-ce que tu en fais. Et de cette capsule de notre Marseille, ça réchauffe le cœur. Moi, je vais parler plutôt de ma perspective d'historienne de l'art, donc plutôt sur cet apport théorique, sur cette notion d'invisibilité, de rendre visible, d'image manquante, et que j'approche aussi dans ma recherche, mais plutôt sur une cartographie du XVIIe siècle, le marronnage, l'esclavage. Et j'ai pensé beaucoup, alors que tu présentais ton travail, sur les travaux d'Ariela Azoulay. Je ne sais pas si tu as lu et tu as vu assez. Et donc, je pense surtout sur cette question de rendre visible aussi la position de la victime à travers l'image. Donc, l'image manquante, c'est aussi l'absence du coupable et l'absence aussi de la violence systémique. Donc, je trouve que c'est très intéressant que tu
apporte cette dimension-là politique à ton travail créatif. Et j'aimerais aussi poser la question si, dans cette idée de rendre visible la victime, est-ce que dans la cartographie, avec les archives photographiques, donc ce sont des archives personnelles, comment tu as accédé à ces archives-là et comment cela construit cette position d'altérité, cette figure d'altérité qui devient une figure quand même assez visible, justement, devient identifiable. Donc j'aimerais que tu reviennes un peu plus sur ça. Bah, c'est vrai, enfin, la référence à l'image manquante, c'est une bonne référence en concernant mon travail, parce que toute ma réflexion est construite à partir de l'image qui manque, enfin. Et concernant les archives, c'était les exilés qui m'ont donné les images, enfin. Par exemple, là, ici, c'est une photo très, très personnelle. C'est la personne qui m'a donné cette photo-là. Il y a une raison pour laquelle j'ai travaillé sur cette communauté en particulier, c'est-à-dire les militantes de gauche. Pour moi, ce sont des comités de survivants qui ont survécu à la politicité des années 80. C'est aussi parce que ils ont été condamnés par le régime monarchique, ils ont été condamnés par la Révolution. Et à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le pays, même aujourd'hui, on les condamne à nouveau. Pourquoi vous avez fait la révolution, etc. Ils sont vraiment l'autre de cette histoire. Et ils montrent, enfin, peut-être leur sort. Enfin, je pense parfois, quand je pense à des militants de gauche iraniens des années 80, je pense beaucoup à des films de Patricio Guzmán, je ne sais pas si vous connaissez son travail, qui justement a beaucoup travaillé sur les militants de gauche pendant la période de dictature de Pinochet. C'est ceux qui ont été du coup disparus à cette époque-là. Et dans son dernier film, Bouton de nègre, il relie le destin des disparus au sort des indigènes de Chili. Enfin, il dit que le Chili reste un pays fragile parce que parce qu'il n'y a jamais eu... enfin, les coupables sont toujours là, donc les coupables de l'histoire, et que le sort, les destins des militants de gauche disparus est le même que les indigènes qui ont été du coup réprimés par les premiers colons. Ça ressemble beaucoup à l'histoire de l'Iran, c'est que les peuples marginal de l'Iran, qui vit tout autour de frontières du pays, frontières politiques du pays, il vit la même vie invisible que les militants de gauche. Donc, voilà, je ne sais pas, j'ai pensé leur répondre à ta question comme ça. Mais oui, il y a une dimension historique. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un s'intéresse, enfin, dans le cas de l'Iran, même pas, je ne suis pas la première personne, mais enfin, c'est une problématique qu'on a regardée dans pas mal des pays, dans plusieurs cas. Voilà. Oui, ton approche recoupe d'autres méthodologies comme celle de l'histoire, de la géographie, du journalisme. Comment ces gens-là réagissent à ton travail, à la mise en espace ou à la mise en certains formatages, entre guillemets, de ce qui pourrait s'approcher de leur discipline? Est-ce que tu as eu des retours d'eux? J'ai travaillé avec des anthropologues et aussi avec des cartographes. En fait, avec les cartographes, en général, on se comprend assez facilement, si c'est ça ta question. Le public, est-ce qu'il y a un public scientifique qui est venu voir ton travail? Oui. Est-ce qu'eux ont comment eux voient ton travail? Est-ce que ça remet en question leur propre méthodologie? Non, mais enfin, je me rappelle que quand je travaillais avec les équipes anthropologues de CNRS, ils me disaient plus que tu n'es pas artiste, tu es plutôt une chercheuse de sciences humaines et sociales. Donc, non, mais en fait, c'est vrai que l'objet produit, c'est intéressant pour eux, parce que j'ai l'impression, enfin, ce que j'ai compris, c'est que nous, avec la méthode, enfin, moi, je me suis permise d'aller vers d'autres disciplines dans ma méthodologie, et donc l'objet produit, je l'ai dit souvent comme ça, enfin, je produis une sorte de connaissance sensible, qui est accessible. Non, mais je trouve que
En général, non, mais sauf que eux, ils trouvent que voilà, ce qui s'est produit ici, c'est plus facile à transmettre que des textes de recherche, enfin des textes à caractère scientifique produits par les chercheurs et chercheuses de sciences humaines et sociales. Mais quand je suis j'ai participé à pas mal de conférences, j'ai invité à pas mal de conférences. Souvent, c'est des chercheurs et chercheuses de sciences humaines et sociales qui m'invitent, rarement dans les conférences concernant l'art. Et ça se passe plutôt bien, on se comprend. Enfin, c'est vrai que moi, j'apprends beaucoup d'eux. Eux aussi, ils se voient beaucoup de choses intéressantes dans la manière que dans la manière que je produis plutôt. Pas peut-être dans la manière que je fais la recherche, mais la production finale, enfin. Il y a un peu de silence, alors j'en profite. La réplique du type du CNRS montre bien que le malentendu persiste sur la question d'être ou non un chercheur. Okay. Et j'étais arrivée trop tard en décembre pour voir tout le projet Faux-Pli qu'on avait fait à la galerie et en d'autres lieux sur ce malentendu, justement, qui fait que ce que tu dis est tout à fait juste. Les chercheurs qui se rapprochent du champ artistique comprennent qu'il y a là des moyens de rendre visibles des parts de la recherche ou des hypothèses ou des intuitions, mais souvent, ils ne vont pas reconnaître à l'artiste un statut de chercheur. En tout cas, ça prend du temps à venir. On l'entend régulièrement dans des forums art-sciences qui sont très à la mode ces dernières années. J'ai perdu ma question. Si quelqu'un veut venir à la rescousse, je vais la retrouver. Mais en fait, c'est vrai que de l'autre côté... sais. Oh, bon. Excuse-moi. Non, mais c'est parce que tu évoquais aussi le fait que ce que tu exposes dans ton travail, on trouve ces sujets, notamment, moi je pense par exemple à l'Arménie. Là, j'ai pensé un peu à l'Arménie pendant que ça m'est venu plus naturellement que de penser au Chili. C'était vraiment intéressant sur la question du Chili. C'est plus proche de l'Iran. Mais j'allais dire que dans certaines pratiques artistiques, vouloir rendre quelque chose visible, ce n'est pas la chose qui apparaît, c'est son invisibilité qui fait image. Par exemple, si on pointe quelque chose, si on montre quelque chose sur une carte, notre doigt restreint l'image finalement. On montre quelque chose que tout à coup on rend invisible parce qu'on le pointe. Et je me demandais, par exemple, si ça te disait quelque chose, la pratique d'Aïda Kazarian, une artiste arménienne qui, elle, depuis 50 ans, ne fait que des empreintes digitales, en commençant de la droite vers la gauche, comme ses grands-parents, arrière-grands-parents tisserands, etc. Et donc, qui, à chaque fois, à chaque geste, à chaque fraction de seconde où elle met une marque de peinture sur la toile, c'est pour dire « j'existe, voici mon empreinte digitale ». Mais c'est toute cette idée de pointer quelque chose qui n'est plus là, mais qui est là en même temps. Alors, j'ai l'impression que le modèle cartographique est un bon modèle justement pour schématiser une chose à voir qui n'est pas exactement celle que l'on voit, mais un système qui permet de se saisir de cette absence-là. C'était pas une question, je suis désolée, je me reprendrai mieux une prochaine fois. Non, mais après, pour dire sur la cartographie, parce qu'enfin, la carte, comme c'est une image, enfin, pour les artistes, c'est intéressant parce que c'est une image. Et que, enfin, les espaces sont des dimensions multiples. Enfin, il y a des dimensions mémorielles, dimensions politiques, dimensions historiques. Donc, un espace est chargé de l'histoire, enfin. Et que la carte permet justement de venir travailler sur ces dimensions multiples. C'est pour ça que la carte est intéressante pour moi. Et c'est pour ça que je dis c'est à la fois c'est un outil de recherche, c'est un outil aussi de création. C'est parce que la carte permet de venir travailler sur ces dimensions multiples. Et qu'on peut rajouter encore des couches sur la carte. Et aussi parce qu'enfin,
Brian Hawley, qui était géographe britannique, il disait que la carte est l'alliance des sciences et pouvoir politique. Et c'est vrai, la carte reste encore aujourd'hui l'alliance de pouvoir politique et la science. Il disait aussi que la carte c'est une image qui fait l'autorité. Et c'est vrai, par exemple, moi je regarde la carte de mon pays aujourd'hui. Sur la carte de mon pays aujourd'hui est écrit la République islamique de l'Iran. Donc c'est intéressant de venir, symboliquement, quand vous menez un travail politique en exil, symboliquement, la carte est le lieu de ce travail. C'est le lieu où c'est le lieu de lutte. Enfin, aussi dans l'histoire coloniale, on sait que la carte, en parlant de la région de Moyen-Orient, on sait que la manière que la carte a été... qu'ils ont décidé au sujet de la carte de Moyen-Orient, à faire des pays, etc., c'est quelque chose... La carte du Moyen-Orient a décidé par des autres, pas les gens qui habitent dans la région. Et de cette décision, le Moyen-Orient est toujours encore dans le sang et dans le faux. Donc la carte est important. La carte, travailler sur la carte, faire un travail, mes travaux, je les appelle les contre-cartographies et cartographie radicale, parce qu'en général, je vais à l'encontre de discours politiques dominants, je le mets en question, je m'approprie la carte à ma manière, je construis les cartes sensibles. Donc, oui, la carte, on peut faire beaucoup de choses avec la carte. Oui. C'est plus intéressant que de parler de l'objet, c'est parler de l'acte. De cartographier, de le garder en tant que verbe. Comme ça nous permet de continuer à inventer et à renouveler. Oui, en fait, on peut utiliser la carte comme artefact, le prendre comme tel, comme je l'ai fait dans le projet La carte des absents, je l'ai pris comme tel, c'est un artefact parce que je voulais travailler sur la carte qui est sous la main de la République islamique. Mais sur l'autre projet sur Paris, j'ai cartographié. Donc oui, voilà, c'est deux approches très différentes dans la cartographie, parce sur les cartes qui vont apparaître dans le livre, il y a pas mal des inscriptions, je vais écrire... Ici, il y avait des grilles, ici, on a installé des bancs, les choses qui n'apparaissent pas sur la carte normale. Donc oui, voilà, cartographier ou utiliser la carte comme artefact, c'est deux méthodologies très, très différentes pour deux objectifs très, très différents aussi. Je pense que ça conclut notre présentation. Puis je veux juste te remercier pour cette présentation très riche et touchante.